Nouvelle aventure de votre émission Café Scientifique. Nous y sommes encore cette semaine. Ce soir, nous parlerons des changements climatiques. Nous sommes avec une équipe sur ce plateau. On parlerait de l'architecture bioclimatique et son impact sur l'écologie. Avec des changements climatiques, l'aménagement de l'espace urbain représente un défi majeur. Par conséquent, la nécessité d'un développement urbain durable est plus urgente en Afrique subsaharienne que partout ailleurs dans le monde. En Afrique, face aux enjeux démographiques et économiques qui se posent aux villes en croissance rapide et désordonnée, opter pour une telle démarche globale et de l'architecture bioclimatique pourrait constituer une solution, l'architecture bioclimatique, une des solutions aux enjeux des réchauffements de la planète. C'est une question que nous nous posons. Alors, les principes fondamentaux de l'architecture bioclimatique seront détaillés ici sur ce plateau. L'habitat bioclimatique représente-t-il des avantages? On en parle sur ce plateau. Et pour en parler justement, nous avons trois bons invités sur ce plateau. À ma droite, j'ai monsieur Ousmane Birama Konaté. Il est ingénieur, environnementaliste et développement durable. Il s'occupe des questions climatiques et de la gouvernance. Monsieur Ousmane Birama Konaté, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, mon frère. Donc, moi, je suis très content d'être là. Donc, comme tu l'as dit, je suis Ousmane Birama Konaté. Je suis coordinateur du programme de renforcement de la société. On en revient tout à l'heure pour que vous puissiez détailler le programme pour Saïd. Alors, à ma gauche, nous avons Madame Hélène Ndiaye, paysagiste. Vous êtes dans la promotion de la place de l'Arbre en ville. Elle intervient également à l'ESIO comme enseignante. Et je vous rappelle qu'elle est la première femme invitée dans cette émission Café Scientifique. Alors, notre dernier invité, bonsoir, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir sollicité, pensé à cette émission sur ce sujet très urgent. Très bien. Merci beaucoup. On en revient tout à l'heure. Le dernier invité sur ce plateau, Monsieur Youssouf Deyoko, il est architecte et enseignant à l'ESIO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Merci. Je suis très ravi d'être là et d'assister à cet entretien sur ce thème très pertinent et d'actualité. Très bien. Alors, je rappelle le thème à nos téléspectateurs. Nous traitons un thème très important aujourd'hui. Nous sommes dans l'émission Café Scientifique et le thème débattu ce soir, c'est l'architecture bioclimatique et son impact sur l'écologie. Alors, comme vous êtes architecte et que vous êtes sur ce plateau, merci. En tout cas, nous allons rapidement aller vers la première question. Cette première question vous va. Est-ce que nous pouvons avoir une définition ou une clarification sur l'architecture bioclimatique? Alors, merci pour la question. Je dirais que l'architecture bioclimatique, elle vise d'abord à construire des bâtiments qui s'adaptent premièrement à notre environnement. Elle vise à construire des bâtiments écologiques. Elle vise à construire des bâtiments économiques et des bâtiments qui respectent l'environnement et qui mettent dans le meilleur confort les occupants de la maison. Donc, en gros, je pourrais dire que c'est l'une des définitions de l'architecture bioclimatique parce que l'architecture bioclimatique et l'écologie, c'est un concept. Okay. Un concept global qui rentre dans le concept général du développement durable. Okay. Donc, je peux que faire une des définitions de l'architecture bioclimatique. Ok. Je rappelle que Monsieur Youssouf Deyoko, il est architecte, mais le fils du professeur Abdoulaye Deyoko, à qui nous faisons un clin d'œil dans cette émission. Alors, lui, il est contre cette appellation, architecture bioclimatique. Il parle souvent de l'architecture de terre. Ouais. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Bon, comme je l'ai si bien dit, l'architecture bioclimatique est un concept qui est né d'abord en Occident. Et selon lui, sa définition, il parle de l'architecture de terre. Moi, j'irai plus loin, je dirais l'architecture des matériaux locaux. Parce qu'en parlant d'architecture bioclimatique, on ne peut pas parler de respect de l'environnement, d'utilisation des matériaux adéquats à notre environnement, sans parler des matériaux locaux qui sont abondants et à portée de notre environnement, de notre société. En prenant l'architecture de terre, nous avons l'architecture de la pierre, nous avons beaucoup
nous avons plusieurs types de matériaux locaux qu'on peut et qu'il faut adapter aux nouvelles constructions pour respecter l'environnement et pour que les occupants puissent être dans un meilleur confort thermique, dans un meilleur confort social et dans un meilleur confort de santé dans les bâtiments construits aujourd'hui. Très bien. Alors, Madame Hélène Dieye, vous avez suivi Monsieur Youssouf. Vous semblez vous aligner sur ces idées? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très bien défini synthétiquement. C'est-à-dire que produits locaux, produits de proximité, parce que c'est dans cette logique que l'architecture de la ville doit s'adapter à la nature et non l'inverse. Parce que quand on va s'adapter à la nature, quand la ville et l'architecture s'adaptent à la nature, elle observe la nature, elle profite de toute son ingéniosité, de toutes ses qualités, de ses matériaux locaux de proximité pour faire au mieux, au plus simple, de façon économique et pour notre confort et notre protection. Très bien, merci. Alors, avant que je ne vous pose la question dans ce sens, présentez brièvement, puisque vous êtes le coordonnateur de ProSaïd, c'est quoi ProSaïd? On revient là-dessus rapidement avant de vous poser la question dans la peau de l'environnementaliste ou ingénieur. Ok, merci encore une fois de plus. Moi, je suis vraiment content de participer à cette émission, aussi de partager des informations vraiment pertinentes sur notre programme, aussi sur ce que nous faisons. Donc le ProSaïd, c'est quand même un programme de renforcement de la société civile pour les droits de l'enfant et le changement climatique. Donc pourquoi l'idée de ces projets? Parce qu'on a vu que quand on prend les textes qui parlent des questions climatiques, et les stratégies de lutte contre les questions climatiques, on voit que souvent les enfants sont les grands oubliés, alors que l'avenir, c'est les enfants. Quand on parle de changement climatique, on parle d'adaptation, on parle de demain. Donc demain, là, c'est les enfants. Donc nous travaillons aujourd'hui pour que les besoins de ces enfants puissent être pris en compte dans ces documents et les stratégies vraiment de lutte contre les changements climatiques au niveau national. Et ce qu'il faut ajouter, c'est quand même un programme global qui est dans 17 pays, mais ici en Afrique de l'Ouest, ils sont dans 5 pays. Donc nous travaillons pour le programme au niveau du Mali. Très bien. Alors, merci. Vous êtes environnementaliste, vous êtes ingénieur environnementaliste et vous travaillez également pour le développement durable. Aujourd'hui, quels sont les principes de l'environnement auxquels il faut en tenir compte pour arriver à la architecture bioclimatique selon vous? Ok, merci. Moi, je pense que c'est quand même une grande question, une question très ouverte. Et les principes de l'environnement qu'il faut vraiment prendre en compte dans les questions de construction bioclimatique, moi, je pense que d'abord, il faut quand même respecter l'environnement existant. C'est-à-dire, quand on doit faire une construction, il ne faut pas quand même enlever tout ce qui existe. Parce que quand on parle même de construction, pourquoi on construit d'abord? Parce que l'homme, et quand on prend l'histoire de l'homme, il n'y avait pas de construction. Ça, à la longue, on a réfléchi parce qu'on a vu qu'il y a ces besoins d'habitants. Parce qu'il y a la pluie, parce qu'il y a le soleil, ou même parce qu'il fait froid quelque part. Donc, il faut trouver il faut trouver un abri. Donc, quand on a cet abri, et comment on doit construire cet abri? Donc, on ne doit pas quand même le faire en détruisant l'environnement existant. Si nous voulons construire, par exemple, une université dans un espace vert, où il y a assez d'arbres, est-ce qu'il ne faut pas abattre ces arbres-là et construire une université? Est-ce qu'il faut forcément garder les arbres à côté et construire? On n'a pas d'espace. Oui, en fait, moi, je ne dirais pas qu'on a un problème d'espace, c'est juste une question de planification. Comme le frère l'a dit au début, c'est-à-dire quand on doit faire ces projets-là, il faut associer toutes les spécialités, notamment l'architecture, l'environnement, autres domaines qui sont concernés par les projets. Donc, quand on doit faire des projets de cette envergure, c'est-à-dire une grande université, donc on peut construire l'université tout en respectant l'environnement existant. Donc, on n'a pas besoin quand même d'amener des bulldozers qui vont déraciner tout ce qui existe pour quand même construire des bâtiments. Après la construction, encore planter des arbres exotiques qui vont venir avec des maladies encore vraiment et inonder la zone. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On peut mettre en place des plans de construction qui vont respecter les plantes existantes, qui vont respecter les natures, disons la nature qui est en place. Moi, je pense que les frères ont défini dans ce sens. Donc, c'est quand même des constructions locales parce qu'il faut respecter ce qui existe déjà localement au lieu de quand même replanter encore les arbres. Et quand vous prenez, par exemple, la cour là, on a vu que tout aux alentours, il y a quand même des grands arbres parce qu'à la construction, on n'a pas tout à abattre. Donc, s'il fallait abattre, on n'allait pas remplacer avec des grands arbres, on allait quand même planter des petits arbres qui allaient quand même donner de l'ombrage, mais ça n'allait pas être le même climat que nous vivons actuellement parce qu'ici, on a un biotope. Donc, quand on sort au dehors, on a quand même l'air frais. Donc, on a un climat typique et qui est pour cette zone-là. Mais quand on va encore à l'intérieur de la ville, on voit qu'il fait encore très chaud.
Donc, alors que quand on vient ici, il fait un peu froid. Donc, ça veut dire que l'arbre là vraiment est très importante et dans l'écosystème que nous vivons. Très bien. Alors, Madame Diaye, vous êtes aussi dans la promotion de la place de l'arbre en ville. Il parle de l'arbre. Comment est-ce que... Oui. Merci. Ousmane a très bien introduit. Effectivement, l'arbre urbain, il est essentiel. Il est essentiel parce que si nous le protégeons, il nous protège totalement. Alors, il faut rappeler quand même que l'arbre, ou les arbres, ce sont des êtres vivants exactement comme nous. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes types de comportements, mais ce sont des êtres vivants. Ils poussent avec lenteur, comme nous grandissons avec lenteur. Donc, couper des vieux arbres, c'est couper une richesse. En plus, c'est une richesse culturelle, mais c'est une richesse aussi environnementale. Donc tout ça, c'est vraiment gâcher de l'argent pour passer le bulldozer et détruire et fragiliser un environnement, l'écosystème, et se mettre en danger. Alors que l'arbre, si on le respecte, et là le travail des architectes, c'est des gens qui solutionnent, qui ont des idées, qui ont de l'originalité. Ils doivent travailler avec ces arbres qui existent déjà sur un terrain. Déjà, c'est une première chose, c'est de perdre cette habitude de tout raser pour construire droit. C'est pas une logique, ça c'est une logique du XXe siècle qui est périmée. La modernité du XXIe siècle se doit être dans le respect de l'environnement, parce que l'environnement nous protège. Quand on parle de protection, c'est les protéger pour être protégés. Un arbre nous oxygène, nous donne de l'oxygène, absorbe le carbone. Et d'autant plus dans les villes où il y a beaucoup d'oxyde de carbone, tout change quand vous avez une ligne d'arbres, de grands vieux arbres, ou un patio comme ici, où vous avez des arbres au milieu d'un carré d'architecture. La fraîcheur est là, l'oxygène est là, la poussière n'est plus là, les UV sont beaucoup moins forts. On est dans une région où les UV sont très forts. Donc il faut réduire tout ça, et d'autant plus parce qu'il y a un changement climatique qui fait que la vie tout béton, la ville tout béton, la ville sans nature va être un danger pour l'homme. Okay. Monsieur Youssouf Deyoko, vous avez parlé tout à l'heure des matériaux locaux. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Bon, comme exemple de matériaux locaux, nous avons d'abord la terre. Okay. Bon, concernant la terre, il y a plusieurs techniques de construction en terre. Si nous prenons par exemple quelques villes ici au Mali, je peux prendre exemple sur Djenné, qu'on appelle la Venise du Mali, qui est malheureusement en périple parce que le respect à la nature, le respect aux matériaux locaux n'est plus respecté, parce qu'ils commencent maintenant à construire en dur dans la vieille ville de Djenné. Donc nous avons beaucoup de types de construction en terre, parce que quand on parle de matériaux locaux, quand on parle de la terre et quand on parle d'architecture de terre, on a tendance à avoir une image négative de ce matériau-là. On a tendance à avoir toujours l'image de la case de la grand-mère qui se trouve au village. Or que nous, qui sommes les architectes, nous devons montrer une image positive, une image esthétique et harmonieuse de ce matériau-là. C'est à nous de montrer que c'est non seulement un matériau noble, c'est un matériau écologique et c'est un matériau économique qui va avec la construction actuelle, avec notre environnement. C'est à nous, architectes, de montrer cette belle image de ce matériau-là à la population ou aux citoyens lambda, qu'on peut faire mieux, on peut faire un bâtiment esthétique, on peut faire un bâtiment qui répond à l'environnement avec les matériaux locaux tels que la terre. Donc ça, c'est un des exemples des matériaux locaux parmi tant d'autres. Okay. D'accord. Alors, je reste avec vous par rapport aux principes fondamentaux de l'architecture bioclimatique. Vous avez parlé des matériaux locaux, mais quels sont les principes? Est-ce qu'il y a des principes à respecter pour arriver à une architecture bioclimatique comme le veut la science? Bon, en termes de principes, nous avons plusieurs types de principes de l'architecture bioclimatique. D'abord, nous avons le site qui est important. En parlant de site, nous avons l'implantation par rapport au site qui est un des principes de l'architecture bioclimatique. Le site, il est important parce que l'architecte doit savoir et chercher à s'intégrer
l'architecture par rapport à son environnement immédiat qui est le site. Nous venons de donner quelques exemples par rapport aux arbres. Ça, c'est un des éléments forts de l'architecture bioclimatique. Il y a aussi la morphologie du site qui est là, qui est, par exemple, je peux venir m'implanter sur une zone accidentée. Je ne suis pas obligé de faire un remblai ou bien de raser. Je suis dans l'obligation de m'intégrer par rapport à la morphologie du site et qui, généralement, nous donne une architecture qui sort de l'ordinaire. Ça, c'est un des principes. Maintenant, nous avons les matériaux, nous avons parlé sur les matériaux naturels qui doivent être obligatoirement intégrés dans l'architecture bioclimatique. Nous avons aussi le confort et la santé. C'est ces deux éléments. L'orientation du bâtiment en fonction, d'abord, des éléments naturels. L'ensoleillement, le vent. Ici, on est dans un pays où il fait extrêmement chaud. En tant qu'architecte, si je veux faire une architecture intégrée, je dois prendre en compte d'abord le soleil. On sait qu'il fait excessivement chaud. Nous avons des solutions pour briser le soleil. Nous avons des solutions techniques, nous avons des solutions de création d'espace pour briser le soleil, pour ne pas que le bâtiment soit, qu'il y a une température assez élevée à l'intérieur du bâtiment. Nous avons aussi l'orientation en fonction de la direction du vent. Nous devons faire de telle sorte qu'il y ait dans le bâtiment qu'il y ait un recyclage d'air à l'intérieur du bâtiment. D'où la création de patios, d'où la création de tours avant. Ce sont des systèmes architectoniques qui permettent au vent de se recycler. Et ça, c'est en fonction aussi de l'orientation du bâtiment par rapport à la direction du vent. Donc, nous avons aussi la ventilation naturelle. Nous devons faire entrer la ventilation naturelle dans le bâtiment. Et Mme Diaye vient de nous parler des arbres. Il faut aussi faire de l'architecture verte. C'est-à-dire qu'en créant, comment dirais-je, des espaces tampons verts, en créant des... Pourquoi ne pas créer des toitures végétales pour au moins capter, parce qu'on sait que j'ai eu à faire beaucoup d'expériences où vous pouvez construire un bâtiment en terre où les parois sont en terre. Si les structures ou la dalle est en béton, ça va surchauffer. Donc pourquoi ne pas utiliser cette surface bétonnée en créant des jardins ou des toitures végétales? Donc ça c'est l'un, il y en a plusieurs, ça c'est l'un des principes de l'architecture bioclimatique. Il y a aussi la gestion et la récupération des eaux. Il y a aussi la gestion des déchets qui sont les facteurs importants aussi de l'architecture bioclimatique. Parce qu'en période, par exemple, d'hivernage, nous pouvons récupérer l'eau de pluie tout en créant des solutions architectoniques dans le bâtiment, qui sont des systèmes qui vont permettre de récupérer ces eaux de pluie qui sont réutilisées autrement. Il y a aussi la gestion des déchets. Comment gérer les déchets de cette architecture-là. Il y a cette gestion aussi qui est là, donc qui fait partie des principes fondamentaux aussi de l'architecture bioclimatique. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà, ça, c'est les principes fondamentaux, comme vous l'avez dit. Voilà, ça, c'est les principes fondamentaux. Mais ouais. Une question parsemée. Voilà un bâtiment qui est construit et on a de l'écho dans le bâtiment. Qu'est-ce qui a manqué à la base dans la construction de ce bâtiment? Bon, ça dépend des matériaux de construction. Okay. Parce qu'un bâtiment, un bâtiment qui est construit en terre, c'est très difficile qu'il y ait de l'écho dedans. Parce que la terre, non seulement elle absorbe tout ce qui est nuisance sonore, elle absorbe tout ce qui est élément thermique, la chaleur et consort, pour transformer, comment dirais-je, ce climat chaud qui vient, elle le transforme en climat froid à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est les matériaux qui peuvent résulter, tout ce qui est, comment dirais-je, écho à l'intérieur des espaces du bâtiment. Ok, d'accord. Madame Hélène, il parlait tout à l'heure de toiture verte, architecture verte. Je sais que ça vous dit quelque chose forcément. Totalement, puisqu'en plus, on a à Bamako et dans l'architecture du Mali, on a beaucoup de toits terrasses. Donc on a une opportunité extraordinaire. On a des opportunités extraordinaires de transformer notre ville dans toute cette logique du XXIe siècle face à ces défis du XXIe siècle du changement climatique et tous ces impacts que Ousmane nous expliquera sûrement mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vieille ville occidentale très moderne du XXe siècle, mais qui a beaucoup de mal à s'adapter au réchauffement climatique et aura beaucoup de mal à s'adapter pour être bioclimatique. Nous, on a déjà une très belle base ici à Bamako et tous ces toits terrasses peuvent être des lieux pour les plaques solaires et des lieux où on peut faire son potager, faire son jardin, faire une moquette végétale, une surface végétale qui va rafraîchir, protéger le lieu contre la chaleur, contre l'humidité trop forte ou contre le bruit.
Et c'est du gratuit. C'est quoi comme type d'investissement? C'est la nature seulement qu'il faut entretenir. Il faut un système d'eau pour pouvoir l'entretenir. Il faut un système de compost, d'éveil, d'enrichissement de la terre pour que tout ça, ça fonctionne. Et on rentre dans un total écosystème urbain qui est équilibré parce que chaque élément a plusieurs fonctions, mais chaque élément, en fait, protège l'autre. Et donc, il y a une harmonie entre la vie des humains avec la vie des bâtiments et la vie de la nature dans lequel nous sommes. Nous sommes de la nature. Très bien, merci Madame Hélène Ndiaye. Je me tourne vers Monsieur Ousmane Birama Konaté, qui est ingénieur environnementaliste et développement durable. Alors pourquoi aujourd'hui il y a nécessité de se pencher vers l'architecture bioclimatique en termes d'environnement? Pourquoi nous avons la nécessité d'aller vers cette architecture bioclimatique? Okay, merci beaucoup. Donc, et en fait, moi, je pense que c'est quand même une question très pertinente. Et quand on prend le monde au XXIe siècle, comme Hélène l'a dit tantôt, avec les questions de changement climatique, avec les questions de crise énergétique, avec les questions de crise des ressources dites stratégiques. Donc aujourd'hui, le monde quand même a besoin, il y a la nécessité vraiment de se penser vers les architectures bioclimatiques parce que ces architectures, non seulement ils consomment moins d'énergie, aussi ces architectures-là ont quand même la capacité aussi de maintenir la température, quand même une température appropriée pour les habitants qui sont dedans. Donc ça veut dire que quand vous avez un bâtiment bioclimatique, donc si vous devez consommer peut-être une ville qui doit consommer 20 kWh d'énergie avec des bâtiments quand même écologiques, ils vont consommer moins d'énergie. Donc ça veut dire que les récents peuvent aider d'autres villes à se développer. Donc nous, on pense que sur cet aspect, c'est vraiment important. L'autre aspect aussi, et quand on prend les bâtiments dits modernes, donc c'est des bâtiments aussi qui utilisent beaucoup de matériaux qui sont produits par l'industrie. Donc, quand on parle d'industrie, on parle d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire qu'avec les bâtiments bioclimatiques, donc il y aura moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'autre aspect. L'autre aspect aussi, avec les industries dites bioclimatiques, donc ça veut dire qu'on va valoriser les matériaux locaux. Donc ça veut dire qu'il y aura moins d'importation. Quand il y a moins d'importation, ça veut dire qu'on va encore payer moins de l'argent pour faire développer d'autres pays. Donc avec le moins d'importation, donc ça veut dire qu'il y aura moins de consommation encore d'énergie. Donc quand on parle notamment les carburants. Donc ces carburants aussi, leur consommation aussi émettent des gaz qui vont encore quand même rendre difficile la situation. Parce que les matériaux locaux que nous avons, est-ce que nous avons la possibilité ou la technologie nécessaire pour la transformation avant l'utilisation? Oui, effectivement, moi je pense que nous avons la technologie nécessaire. Par exemple, quelqu'un qui a visité le lycée de Sanga, moi j'ai été tellement impressionné. C'est quand même une construction quand même avec les matériaux locaux. C'est des pierres taillées, comme l'autre l'a dit. C'est des bagous façonnés, des terres façonnées quand même qui ont servi à construire. Et là, ils n'ont même pas besoin de climatisation. Donc déjà parce que c'est des matériaux qui sont de la localité, donc qui sont adaptés aux conditions climatiques de la localité. Donc quand on a ces matériaux, on n'a pas besoin d'utiliser la climatisation. Et quand même, ils l'ont bien taillé. Donc moi, je ne pense pas que ça soit un problème aujourd'hui des matériels, de façonnage de ces matériaux locaux pour que nous puissions aller vers ça. Et peut-être c'est quand même une question de volonté parce que quand on veut se moderniser, comme Hélène l'a dit, on ne connaît pas forcément la réalité des autres villes, des villes que nous pensons que des villes très modernes. On ne sait pas comment ils l'ont fait pour arriver là. Moi, je pense que nous, on a une opportunité vraiment de se moderniser à partir des matériaux locaux parce que la modernisation, ce n'est pas quand même seulement il faut aller acheter quelque chose à l'extérieur pour que tu viennes avec ça. On dit que c'est moderne et on peut moderniser avec les matériaux que nous avons localement. Moi, je pense que c'est quand même ce que nous avons besoin aujourd'hui pour limiter pour limiter l'explosion de la température moyenne quand même qui va amener l'humanité quand même vers les chaos parce que nous sommes déjà à près de 1,50 alors que c'est l'objectif mondial parce qu'il ne faut pas que l'augmentation dépasse 1,5 degrés. Donc si nous sommes à côté de ça aujourd'hui, il faut vraiment aller vers d'autres stratégies pour que nous puissions vivre en harmonie avec la nature. C'est quand même un élément indispensable pour la survie de l'humanité.
Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans l'émission Café Scientifique dont nous traitons le thème l'architecture bioclimatique et son impact sur l'écologie. L'architecture bioclimatique est une démarche globale qui consiste à adapter l'architecture du projet en fonction des caractéristiques et en particularité du lieu d'implantation. Mes invités l'ont dit afin d'en tirer le bénéfice des avantages et de se prémunir des désavantages et contraintes. Ceci m'amène à parler des contraintes liées à la construction d'un bâtiment bioclimatique. Les contraintes, est-ce qu'il y a des contraintes liées Il y a des contraintes, hein? Il y a des contraintes, sauf qu'il y a peu de contraintes que d'avantages. Il y a beaucoup plus d'avantages que de contraintes. Mais les contraintes d'abord liées à l'architecture bioclimatique, ça c'est la main-d'œuvre adéquate par rapport à l'utilisation des matériaux. On n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. On n'a pas de main-d'œuvre qualifiée, mais si je prends exemple sur nos différentes villes qui ont été bâties en terre, si je prends exemple sur les joyaux architecturaux tels que la mosquée de Djenné, la mosquée de Djenga, tous ces joyaux architecturaux, mais sauf qu'il n'y a pas eu de, comment dire, il n'y a pas eu de continuité, il n'y a pas eu de transmission de savoir-faire. Voilà, et aussi avec l'utilisation et l'arrivée de nouveaux techniques de construction en terre, parce qu'il y a le banco qui est une technique ancestrale, mais actuellement il y a de nouvelles techniques, la construction des briques de terre comprimées, des briques de terre stabilisées. Il y a de nouvelles techniques aussi qui permettent aussi l'utilisation de ces matériaux-là pour que ça soit durable et puis esthétique. Donc, je pense que la contrainte de l'architecture bioclimatique, ça se repose un peu sur, comment dirais-je, la main-d'œuvre, la qualification du savoir-faire qui est Mais vous êtes une école d'urbanisme et d'architecte. Est-ce que vous avez pensé introduire ces notions-là dans le curriculum? Oui, ces notions, nous l'avons introduit, c'est d'où même la création même, l'objectif de la création de l'école par son promoteur, le directeur, c'était de transmettre et de former la nouvelle génération dans la technique de construction des matériaux locaux, qui est la terre, la pierre, la paille, etc. C'est ça qui l'a poussé, qui l'a motivé à créer, comment dirais-je, l'architecture. Son objectif, l'objectif de l'école, c'est pas de former des architectes standards, c'est de former des architectes qui puissent répondre à des besoins de la société, qui puissent répondre à des besoins de construction, qui peuvent, comment dirais-je, respecter l'environnement. Donc, d'où la création de cette école. Nous arrivons aussi à créer aussi pas que des étudiants, des bacheliers, mais ceux qui n'ont pas pu faire de longues études. On crée des semaines de formation, que ce soit les femmes ou les hommes, on les forme dans les différents corps métiers de la construction qui est différent que de l'architecture classique. Là, nous avons aussi la maçonnerie, la plomberie, l'électricité pour qu'ils puissent répondre au marché, comment dirais-je, de l'emploi. Très bien. Voilà. Alors, nous allons revenir toujours aux arbres. Oui, merci. Aux arbres, puisque vous êtes dans cette promotion de la place de l'arbre en ville. Quelle est la place réelle de l'arbre dans la construction d'un bâtiment bioclimatique? Alors, on va donner des exemples. Vous pouvez constater à Bamako des grandes architectures dans les quartiers nouveaux, avec des façades plein ouest, et vous vous rendez compte que tous les stores sont fermés. Tous les stores sont fermés, et sur les balcons, il n'y a que des climatiseurs. Ça veut dire que cette façade ne marche pas, elle ne fonctionne pas. Elle est en surchauffe, parce que le soleil a réchauffé toute la journée et en plus on se termine sur un rayonnement bas, pleine façade. Il n'y a aucune protection, il n'y a pas de pare-soleil dans l'architecture, ça pourrait être des pare-soleil. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Et les gens à l'intérieur travaillent pour payer leur climatisation et être dans la chaleur. Mais là, les arbres doivent rester exactement où? Donc, les arbres, ils peuvent être partout. Okay. Les arbres, si on les plante bien, leurs racines, elles vont en profondeur. D'autant plus ici, parce que l'arbre, il cherche dans ses racines la fraîcheur de la terre et l'humidité des profondeurs. Donc, les racines traversantes, c'est très rare. Franchement, je trouve qu'ici, il y a beaucoup moins de problèmes qu'en Occident sur ce sujet-là. Donc, on peut se permettre de planter proche de l'architecture, proche des fondations du mur mitoyen. Ça n'aura pas d'effet sur... ça ne va pas déraciner les fondations. Si on plante bien, pas du tout. Et même de toute façon, s'il y avait des erreurs, on peut l'enlever, le couper et le remplacer. C'est-à-dire qu'on pense l'arbre comme quelque chose de définitif et c'est évolutif. La plantation, l'aménagement paysager, c'est quelque chose d'évolutif. Il faut planter d'hiver
parce qu'avec le changement climatique, on ne sait pas quels sont les types d'arbres qui vont résister à la chaleur ou à la sécheresse ou au manque d'eau. Parce qu'on ne sait pas aussi dans les profondeurs des nappes phréatiques si nos nappes ne vont pas être fragilisées. Donc il faut diversifier les plantes. Et de toute façon, les plantes aiment cette diversité. Donc la monoculture, il faut l'oublier. Ça, c'est une logique encore du 19e siècle, même, je dirais. Donc le 21e siècle doit retrouver la diversité des types d'arbres, de types de grandeur d'arbres, de croissance, mélanger ceux qui vont vite, qui croient vite, et ceux qui croient plus lentement, mais qui vont être très majestueux et qui absorbent énormément les UV et la chaleur, et donc qui sont des véritables climatiseurs, ce qui fait que vous évitez de payer des factures d'électricité pour refroidir un lieu et réchauffer. En plus, à l'heure actuelle, nous n'avons qu'une seule solution de climatiseur, qui est de refroidir en réchauffant la ville. C'est insensé. On tourne en rond, parce qu'on est toujours dans un système pervers où on est toujours en train de créer de la chaleur, alors qu'on la fuit, cette chaleur, dans notre climat, dans notre région, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez réellement dire? C'est-à-dire que s'il y a un climatiseur dans une salle, c'est que nous contribuons à réchauffer l'extérieur. On réchauffe l'extérieur, exactement, et en plus, il y a des gaz qui sont nocifs, qui augmentent l'effet de serre, qui a un effet normal, l'effet de serre, parce que ça nous protège du froid... du froid, mais notre planète, s'il n'y avait pas ce plafond dans le ciel, on serait à moins 18, on ne pourrait pas vivre sur cette planète. Cette planète est idéale, et c'est bien pour ça que la nature existe, que nous existons, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'elle a une température propice pour que d'un continent à un autre, on ait des spécificités bien différentes, des saisons différentes, mais vivables. Voilà. Alors, dans une maison, par exemple, si on essaie de faire de petits arbres, de petites fleurs, et puis un petit jardin, est-ce que ça contribue également Ça contribue, tout contribue. Oui. Ça contribue parce qu'en plus, vous avez des intérêts urbains qui sont, de l'arbre urbain qui sont très forts. C'est un anti-stress. Vous invitez les oiseaux à venir s'installer dans vos arbres. Vous avez des arbres fruitiers, les fruits hauts, vous n'allez jamais les atteindre, vous les laissez aux oiseaux. Et si ces oiseaux-là s'installent là, vous avez leur musique qui vous apporte l'antistress, qui vous donne un rythme saisonnier, un rythme de la journée, mais aussi qui mange les moustiques. Quand on me dit on coupe les branches ou il y a trop d'arbres, on arrête les arbres parce qu'il y a des moustiques, c'est faux. Les moustiques n'habitent pas dans les arbres. Les moustiques pondent leurs œufs dans de l'eau stagnante. Okay. L'eau stagnante, c'est quand on est sale. Donc, en fait, ayons des jardins propres. Et là aussi, si nos terres sont vivantes, elle est chargée de tas d'autres insectes, vers de terre qui mangent ces œufs de moustiques. Donc, on a moins de moustiques et on a plus d'oiseaux, plus de fraîcheur, plus de calme. Ça absorbe le bruit aussi, ça absorbe la poussière. Donc, proche d'une route, c'est fondamental d'avoir des alignements d'arbres. Et je dis des alignements de main parce que c'est bien plus intéressant et bien plus originaux d'avoir plusieurs types d'arbres côte à côte, et l'écart de 5 mètres qu'on a inventé tout simplement pour faire passer la charrette entre les arbres n'a pas de sens. Les arbres aiment se connecter. Ça peut être 1 mètre, 2 mètres. Tout à fait. Et ça s'appelle des mini-forêts. Ça, c'est un Japonais qui a prouvé que c'était possible. Dans 100 mètres carrés, on peut faire une mini-forêt et on a ainsi un poumon vert qui rafraîchit votre quartier et qui donne une véritable plus-value de confort. Mais vous savez qu'en Occident, cette plus-value, elle est aussi financière. Un quartier avec des beaux jardins, publics et privés, sont des quartiers qui ont une valeur foncière beaucoup plus forte qu'un quartier tout béton. Donc, et c'est pas que ça, c'est aussi tout simplement parce que c'est un véritable confort, protection de notre vie quotidienne. Très bien. Merci beaucoup. Madame Hélène Ndiaye, on constate que le béton, le verre et la tôle ondulée qui composent l'essentiel des bâtiments naturellement modernes dans les grandes villes en Afrique sont des matériaux qui accumulent de la chaleur, comme M. Youssouf Deyoko l'a dit dans son intervention. Leur utilisation intensive provoque
un inconfort thermique amenant les utilisateurs qui en ont les moyens à s'équiper de climatiseurs et d'autres appareils sophistiqués. Alors, je reviens à vous qui travaillez un peu dans le développement durable et l'environnement. Le fait d'avoir des climatiseurs, une mauvaise chose, une bonne chose, est-ce qu'il faut arrêter? Qu'est-ce qu'il faut faire si on arrête? Merci. Ok, merci. Donc moi, je pense que c'est aussi vraiment une question pertinente et aussi une question d'actualité parce que quand on prend un pays comme le nôtre, le Mali, donc quand on dit aux gens d'arrêter avec la climatisation, les gens vont voir d'un mauvais œil, mais nous voyons de plus en plus qu'il y a la nécessité vraiment d'aller vers des bâtiments qui sont adaptés à notre climat, qui n'ont pas besoin des climatisations qui viennent peut-être de l'autre bout de la planète. Donc moi je pense que c'est bien possible aujourd'hui d'avoir des bâtiments respectueux des normes environnementales, aussi avec des systèmes de climatisation qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, parce que c'est ça le débat. Parce qu'on ne peut pas quand même dire peut-être à des gens qui sont habitués à vivre à des températures de 15-20 degrés, s'ils viennent au Mali pour des séjours, d'aller vivre dans les mêmes températures que nous sommes habitués. Donc ça va être compliqué pour eux. Il y aura une question d'acclimation parce qu'il faut s'acclimater à notre climat d'abord. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'aller vers des climatiseurs qui utilisent des énergies propres. Parce que les énergies fossiles, quand même, leur période là, on pense que ça a révolu. Donc on a vu même récemment à la dernière COP sur les schémas climatiques qui s'est tenue aux Émirats arabes unis. Donc il y a eu quand même beaucoup d'avancées parce que c'est la première fois qu'on parle de l'abandon des énergies fossiles. Donc je pense que le monde est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions aller vers les énergies renouvelables. Donc dans ces cas, je pense qu'on pourra utiliser les climatisations, donc qui vont utiliser quand même les énergies renouvelables. Mais comme Hélène l'a dit, c'est quand même avec ses inconvénients parce que les climatisations, même s'ils refroidissent l'intérieur du bâtiment, ils vont quand même continuer à réchauffer l'extérieur. Donc alors que nous, on veut quand même réduire les réchauffements. Donc moi, je pense que c'est quand même un dilemme. Est-ce qu'il faut abandonner totalement ou est-ce qu'il faut quand même moderniser et voilà, modérer l'utilisation de la climatisation? On a des scientifiques dans nos régions qui connaissent tous ces problèmes parce qu'ils les vivent depuis petits. On peut inventer des nouveaux climatiseurs qui sont plus peut-être ventilateurs, humidificateurs, pour pouvoir pallier à ce problème de gaz qui amplifient l'effet de serre et qui réchauffent par derrière nos villes pour refroidir nos intérieurs. Donc appel aux scientifiques. Alors, appel aux scientifiques pour réfléchir sur la modélisation des matériaux locaux pour pouvoir faire la climatisation, de la climatisation bio. Alors, je me tourne vers M. Youssouf Deyouko. Qu'est-ce que la population a gagné et comment faire entrer cette mentalité de la construction bioclimatique dans la tête de nos populations afin qu'elle gagne, cette population, quels sont les avantages naturels de la construction bioclimatique? Bon, en termes d'architecture ou de construction bioclimatique, je pense que nous sommes dans une ère de réchauffement climatique. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de se tourner vers l'architecture bioclimatique, vers une architecture qui respecte son environnement. Donc, en termes, nous devons d'abord montrer un exemple. Okay, faire des maisons témoins, nous en tant qu'acteurs, pas que les architectes, hein, en tant que tout acteur de la construction, architecte, ingénieur, urbaniste, paysagiste, nous devons montrer, comment dirais-je, une belle image de cette architecture. Je l'ai dit, je le redis. Nous étions en train de parler tout à l'heure de climatiseurs. Bon, moi je dirais, au lieu de réfléchir à un type de climatiseur, réfléchissons à une maison qui respire. Parce que le grand problème, c'est ça. Parce que nos maisons, malheureusement, ne respirent pas. Et on est obligé, 90% des occupants des maisons en période de salaire sont obligés de vivre dans la rue. C'est parce que la maison ne respire pas. La maison, c'est comme un être humain. Elle a besoin de respirer, elle a besoin d'air, elle a besoin de recycler l'air chaud. C'est comme on respire. Voilà, vous savez que, je ne vous interromps pas, mais vous savez que le fait d'acheter en tout cas le terrain dans nos milieux
mieux ici, les terrains reviennent un peu chers. Donc si la personne arrive à avoir un quart de l'eau, quel espace aura-t-il pour pouvoir avoir une maison qui respire? Bon, c'est le même, tout est une question de technique, de conception et des besoins de l'occupant. Ce n'est pas que pour faire une maison qui respire, on n'a pas forcément besoin de grand espace. Okay. D'accord, il y a des techniques, je l'ai si bien dit au début de l'émission, il y a des techniques adéquates pour, comment dire, faire appel ou bien pour capter l'air naturel. Il y a l'orientation, il y a des techniques de patio, il y a des techniques de puits de lumière, il y a des techniques de tour avant qui sont des techniques ancestrales. Hein. C'est pour ça que je disais que l'architecture bioclimatique n'est pas récente, c'est peut-être l'appellation qui est récente, mais sinon si on voit les différents principes fondamentaux, c'est des principes qui existaient depuis. Donc il y a des techniques telles que les techniques de tour avant qui sont des techniques ancestrales et qui sont utilisées à présent dans les zones où il fait très chaud, dans les zones, dans les pays maghrébins. Jusqu'à présent, les maisons modernes, les châteaux et consorts continuent à utiliser cette technique-là qui permet de capter l'air et de faire entrer dans les différents espaces de la maison en créant aussi un patio ou bien une cour intérieure qui va permettre à l'air chaud de se dégager. Okay. Donc là, avec les matériaux locaux utilisés pour la construction, on n'a pas forcément besoin de climatiseurs ou bien de ventilateurs. Je vis dans une maison en terre moderne et je sais de quoi je parle en période de chaleur. Je n'ai même pas forcément besoin d'allumer tout ce qui est ventilo, n'en parlons pas de la clim. Donc en ce qui concerne, il faudrait que nous puissions montrer un exemple témoin à la population parce que la population pense que la terre c'est signe de pauvreté. Construire en terre, c'est un signe de pauvreté. C'est là le vrai dilemme. Il faudrait que nous, acteurs de la construction, nous puissions montrer des exemples témoins aux citoyens lambda pour qu'ils puissent savoir que construire en terre n'est pas un signe de pauvreté. C'est vrai que nous avons l'image encore du village, mais maintenant il y a différentes techniques, il y a des nouvelles techniques de construction où on peut faire de très belles maisons fonctionnelles, esthétiquement beaux et avec les matériaux locaux. Donc je pense que le combat c'est ça, c'est un problème de mentalité où nous avons toujours en tête que c'est un signe de pauvreté. Donc le vrai combat ça doit être de sensibiliser et de montrer qu'on peut construire beau, esthétique et fonctionnel et respectant l'environnement avec les matériaux. Pour avoir la terre, il faut creuser. Il faut creuser. Un exemple, vous pouvez acheter une parcelle, certes qui coûte cher ou pas, mais en faisant des essais, vous pouvez trouver que la terre utilisée dans votre parcelle peut être utilisée pour faire des briques. Ce n'est pas comme le ciment, ce n'est pas comme le sable où on va chercher dans une carrière, le sable où on va chercher le ciment. Mais avec cette terre, est-ce que ce n'est pas possible de mélanger ça avec le ciment? C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs techniques. Il y a ce qu'on appelle les briques en terre stabilisées. Okay? Les briques en terre stabilisées, c'est de l'argile avec un peu de ciment et puis un peu de sable qui permet de stabiliser la terre parce que les bancos, il faudrait dire que les bancos avec les intempéries et tout, ça se détériore. Okay, il y a des techniques d'enduit avec la chaux, mais au fur du temps, nous avons besoin de faire une maison qui puisse durer dans le temps. Pas que chaque année qu'on puisse se faire le crépissage chaque 2 ans. C'est ça qui décourage, c'est ça qui fait que les gens ne veulent pas construire en terre. Mais avec les nouvelles techniques où je vis dans une maison en terre où ça fait plus de 15 ans, ça n'a jamais été, comment dirais-je, crépi parce que c'est une nouvelle technique stabilisée avec un peu de ciment, de sable et de l'argile et puis les moules sont faits avec des machines, des presses de machines. Donc il y a des nouvelles techniques. Bon, le seul inconvénient que j'ai oublié de dire, c'est le coût élevé aussi d'une maison bioclimatique. Okay. Donc il y a ce coût en termes de construction. C'est plus onéreux que... oui, les maisons en béton. En termes de construction immédiat, hein, quand on construit, on sait que parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre, ça demande beaucoup de technique. Il y a aussi le seul problème, il y a la provenance. Quand on travaille avec les matériaux locaux, il y a la provenance aussi de ces matériaux-là. Plus les matériaux, la provenance est loin, plus le coût va être élevé. Il y a la main-d'œuvre, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre aussi coûte excessivement cher. Donc, en termes de coût global d'une maison bioclimatique, elle est assez élevée par rapport à une maison standard. Mais en termes d'investissement à long terme, parce que c'est une maison qui ne coûtera pas en termes d'énergie. D'accord? Si on respecte bien
l'implantation, si on respecte bien la construction la technique des matériaux utilisés, si on respecte bien les techniques naturelles d'évacuation d'air chaud, de capteurs d'air froid, on n'aura pas forcément besoin. Il y a d'autres techniques aussi que peut-être à l'école nous sommes en train de développer, des cuisinières solaires, tout ce qui est solaire, il faudrait qu'on utilise beaucoup plus l'énergie renouvelable. Et même en fonction d'orientation, on peut utiliser le vent, pourquoi pas pour alimenter les maisons. On peut utiliser le soleil pour alimenter la maison. Madame Hélène a parlé de panneaux solaires. Malheureusement, quand on voit les toitures des bâtiments à Bamako, c'est que les antennes de canal SAT qu'on voit. À la place peut-être d'un jardin, d'un potager, ou à la place peut-être d'une petite surface de panneaux solaires, ne serait-ce que pour alimenter tout ce qui est électricité. Donc, très bien. Merci, M. Youssouf Diyoko, pour ces explications, ces éclaircissements. Le Mali offre l'un des héritages en terre les plus extraordinaires du monde, ainsi qu'une tradition continue du travail de la terre. Ceci devrait être reconnu naturellement au niveau international, national et local pour l'énorme valeur que cela représente pour la communauté mondiale. L'étude de l'architecture de terre est devenue une discipline à part entière avec une terminologie spécifique, un savoir bien défini et sa propre pédagogie. L'architecture de terre rassemble une quantité impressionnante de savoir et d'ingénierie intuitive qui offre des indications utile pour son entretien continu et pour des nouvelles constructions. Nous abordons une deuxième phase de cette émission. C'est la dernière ligne à droite de l'émission. On parle on parle naturellement du développement urbain. Doit-on aller vers la construction des villes écologiques et durables? Alors, cette question vous revient. Est-ce qu'il faut aller vers la construction des villes écologiques et durables pour le développement urbain? Et moi, je pense que, quand même, naturellement, aujourd'hui, il y a la nécessité d'aller vers la construction des villes durables. Et quand même, c'est vraiment important parce que, comme on l'a dit tantôt, quand même, pour assurer non seulement notre survie, mais aussi les générations qui vont venir, parce qu'il ne faut pas aujourd'hui tout détruire, il faut penser aux générations qui vont venir. C'est ça même la question du développement durable. Donc c'est important aujourd'hui que nous partons vers la construction des villes durables. Donc même avant d'arriver à la construction des villes durables, moi je pense que les schémas directeurs d'aménagement des villes, des régions, les schémas d'aménagement des communes, doivent vraiment prendre en compte l'aspect durabilité. Parce que quand moi je prends une ville comme Bamako aujourd'hui, qui n'a même pas un dépôt de transit pour les déchets, alors que nous savons que nous vivons en produisant les déchets. Donc les déchets sont quand même liés aux besoins de l'homme. Donc aujourd'hui, on n'a pas de dépôts, on n'a pas de site de traitement des déchets. Donc moi, je pense que si c'était une ville durable, toutes ces questions-là allaient être résolues depuis la conception du schéma d'aménagement de la ville. Donc aujourd'hui, il y a nécessité que nous partons vers les villes modernes et qui sont aussi durables et respectueuses de l'environnement. Ok. Alors, Madame Hélène Diaye, pour aller vers une ville, pour aller vers la construction d'une ville durable, est-ce qu'il faut passer forcément par l'architecture bioclimatique? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Parmi d'autres solutions, mais c'est un acte fort. Je pense que c'est ça qui est très important. Et c'est très intéressant, c'est qu'ici, on a des architectures qui peuvent être rénovées dans ce sens-là, qui peuvent être reprises pour que justement elles deviennent bioclimatiques. En plus, on est maintenant dans un siècle où le digital est là à notre service et qui peut nuancer fortement, et là encore, appel aux scientifiques, nuancer fortement nos températures, nos courants, les courants frais qui évacuent les courants chauds, tout ça, ça peut être très très bien maîtrisé via notre téléphone et du coup avoir des maisons intelligentes qui sont vraiment à notre service, mais toujours dans ce cadre de l'environnement et du respect de l'environnement. Je voulais parler du déchet, je voulais rebondir par rapport au déchet. Okay. Le déchet, on le conçoit comme encore le 19e et le 20e siècle. Il faut qu'on arrête. Le déchet est une richesse. Ce n'est plus quelque chose d'ordurier, de honteux qu'on doit jeter loin et qu'on doit faire disparaître, brûler. Tout ça, c'est pollution sur pollution. Ces déchets-là, ils doivent être déjà être à minima, mais tout
le maximum de déchets dans nos poubelles à Bamako sont transformables, sont recyclables, sont détournables, sont réutilisables. Donc là aussi, on appelle tous les techniciens, et il y en a qui existent déjà à l'échelle artisanale ici, et qui ont des grandes ambitions pour transformer nos déchets en énergie propre ou en matériaux pour faire de la construction ou pour faire des ustensiles. Donc tout ça, c'est encore en plein démarrage, mais ça, c'est une force, parce que c'est une énergie économique, c'est une énergie de transformation, donc d'économie, donc de travail, donc de richesse. Très bien. Comme nos forêts, comme la nature. C'est la même logique que la nature. Rien ne se crée, tout se transforme. Il faut qu'on soit dans la logique. Avec la nature, on apprend plein de choses de l'écosystème. Dans le problème, il y a la solution. Ça aussi, c'est un principe fondateur de la nature. Quand il se passe un déséquilibre, on trouve la solution en interne. La nature se réadapte. Nous, on doit apprendre à s'adapter à ce qui se passe autour de nous et non pas à détruire ou à cacher loin pour polluer ailleurs. Alors, on va faire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, un tour de table avec une seule question. Les problèmes urbains des pays en développement, est-ce qu'il a parlé de l'aménagement du territoire? Est-ce que le schéma directeur de l'aménagement du territoire, aujourd'hui, pour vous, en tant qu'architecte, est-ce qu'il faut repenser ce schéma? Alors, très bonne question, parce que j'ai quand même eu la chance de travailler sur 3 schémas directeurs l'année passée. Donc le constat que j'ai eu à faire, il a pris exemple sur Bamako. Effectivement, il y a eu des opérations d'élaboration des documents de schémas directeurs dans les grandes villes de Bamako, mais sauf que le grand problème est l'application de ces documents. Selon vous, qu'est-ce qui bloque l'application? Bon, ce qui bloque, moi, mon point de vue, ça doit être peut-être le problème de décision politique. Parce que, je donne un exemple, quand nous avons commencé à faire l'élaboration du schéma directeur de Kambila, derrière Kati, Kambila, Djogar et puis Djago, donc lors de l'atelier de l'élaboration de ce schéma, et même nos élus communaux ne savent pas même l'importance de ce document-là. Or que ce document est élaboré pour les maires en cas de décision politique. Nous dirons que s'il y a quand même un pôle économique ou un poumon vert à restituer ou à changer de fonction, vous direz non, ça fait partie du document, du schéma directeur qui a été élaboré par des acteurs de la construction. Donc il faudrait qu'ils puissent prendre en compte ces différents documents. Et moi je pense que c'est une question malheureusement de suivi et d'application de ces documents. Je pense qu'il y en a plein de documents, de schémas qui sont égarés dans les archives, mais la politique de ville fait que nous devons obligatoirement travailler avec ces différents documents élaborés parce que c'est des constats qui sont faits dans la ville et dans ces constats-là, ils ont travaillé sur les différentes activités, les différents secteurs qui constituent une ville et proposer aussi, comment dirais-je, des solutions pour ces différents problèmes de la ville. Très bien, merci. Vous voulez intervenir sur cette question et donner en même temps votre mot de la fin, puisque nous sommes aussi à la fin. Ok, merci. Moi, je pense que monsieur a dit l'essentiel, quand même c'est important. Et moi, mon point de vue par rapport à l'application de ces documents stratégiques de développement, c'est comme il a souligné, c'est quand même une question de volonté des décideurs parce que quand on élabore des documents, ça veut dire qu'il doit y avoir des décisions qui accompagnent ces documents. Donc s'il n'y a pas de décisions qui accompagnent ces documents, souvent c'est quand même dommage parce que c'est de l'investissement. Donc souvent, dans la pratique, on oublie même qu'il y a de ces documents. Souvent, arrivé à certains niveaux, on dit il y a tel document, on n'a pas utilisé. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important que nous partons vers la mise en œuvre et l'application de ces documents. Et quand même, les nouvelles villes qui vont venir, il faut faire en sorte que ces villes puissent respecter les normes environnementales. Donc notamment, il faut quand même des aires de récréation dans toutes les villes. Donc aujourd'hui, à Bamako, quand même, c'est une ville qui est déjà, je ne dirais pas qui est au bout du gouffre parce que c'est les modèles de développement quand même qu'il y a à Bamako aujourd'hui ne répondent pas à ces normes environnementales. Donc peut-être s'il faut décider
de transformer certaines localités en des espaces verts aujourd'hui. Je pense que ça va créer beaucoup de bruit. Donc c'est important d'aller vers les nouvelles villes qui sont en développement et d'intégrer les dimensions environnementales. Et moi, mes mots de fin, c'est quand même aussi des mots de remerciement pour cette initiative. Donc je pense que c'est quand même une très bonne initiative de débattre de ces sujets-là. Parce que c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets qui nous préoccupent tous les jours. Donc si nous avons des idées que les gens échangent, ça peut permettre de solutionner beaucoup de problèmes. Comme on l'a dit, comme Hélène l'a dit, quand on prend la nature c'est quand même la créature la plus parfaite parce qu'il y a tout. Même si souvent l'homme n'intervient pas, la nature a la capacité de s'auto-régler. S'il y a des problèmes, il y a toujours des mécanismes naturels qui permettent de résoudre ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, c'est quand même important que nous puissions agir positivement et pour minimiser notre impact sur la nature. Très bien, merci beaucoup, monsieur Ousmane Birama Konaté. Alors, votre mot de la fin? Mot de la fin, je pense qu'on a une très grosse difficulté avec ce changement climatique, avec ces pollutions et ces effets négatifs, mais en fait c'est une formidable opportunité, il faut le reprendre comme un engagement. La nature nous donne des leçons et ces leçons on doit intelligemment nous en inspirer, nous en servir, exactement. Et ce sont des défis, c'est les défis du XXIe siècle. Et je suis tout à fait convaincue que la culture malienne, la culture de notre région a tout à fait la capacité de faire face et à réagir et à changer de comportement pour un mieux vivre. C'est tout simplement pour mieux vivre, dans un confort, une sécurité, une protection de notre habitat et notre fonctionnement économique beaucoup plus forte, beaucoup plus autonome, beaucoup plus souveraine. Très bien, merci Madame Hélène Ndiaye. Votre mot de la fin, Monsieur Youssouf Deyoko. Oui, donc je tiens quand même à vous remercier pour nous avoir invités à cet entretien qui était d'une importance capitale et très riche en connaissances. Ce que je peux dire pour la fin, c'est que l'avenir, je pense que l'avenir de l'architecture bioclimatique va reposer sur, comme il a si bien dit depuis le début, on a oublié quand on parle d'environnement, son domaine, l'environnement des enfants, il faudrait que dès maintenant nous puissions, comment dirais-je, au niveau de l'école fondamentale, d'intégrer un système pour que les enfants puissent prendre en compte l'impact que nous pouvons avoir négativement sur l'environnement et les différents éléments que nous pouvons faire pour avoir un impact positif sur l'environnement, que la nouvelle génération puisse avoir cette prise de conscience de l'impact de l'être humain dans l'environnement. Ça, c'est un. De deux, nous tenons, comme j'étais en train de parler sur l'architecture des matériaux locaux, je voulais souligner qu'au sein de notre établissement, nous avons eu à faire la réalisation de l'une des plus grandes structures d'enseignement scolaire en terre au Mali, qui se trouve à Ségou, qui est la faculté d'élevage et de santé animale de l'université de Ségou, qui a été conçue en terre. Et quand nous visitons chaque année l'université, c'est avec une fierté que nous rencontrons les occupants qui nous disent que franchement, on n'a plus besoin de climatiseur dans notre bâtiment. Et à cause de ce bâtiment-là, il y a eu une forte réduction en termes de consommation. Donc c'était entre parenthèses. Donc je tiens à vous remercier. Merci Monsieur Youssouf Deyoko. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. La conservation et le développement ne sont pas antinomiques mais font partie d'un processus continu. L'architecture de terre n'est pas seulement un vestige du passé mais une composante vivante de la vie contemporaine. Ceci est particulièrement vrai dans notre monde fragile actuel où les questions de durabilité dans l'environnement et le social prennent de plus en plus d'importance. Nous sommes à la fin de cette émission. Nos invités, ou bien mes invités, étaient M. Ousmane Birama Konaté, ingénieur environnementaliste et développement durable. Il s'occupe des questions, des questions climatiques et de la gouvernance. Il est le coordonnateur de ProSaïd.
Nous avons Madame Hélène Ndiaye qui est paysagiste. Pardon. Elle s'occupe de la promotion de la place de l'arbre en ville. Elle intervient également à l'ESIO et comme enseignante, elle est la première femme qui intervient dans cette émission Café Scientifique. Alors, Monsieur Youssouf Deyoko, il est architecte et enseignant à l'ESIO. Merci de te passer. Revenez quand vous voulez. Merci à vous. Très bien. Merci Alors, bien. mesdames et messieurs, cette émission s'achève ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. C'était une émission Café Scientifique en collaboration de JSTM, Journal Scientifique et Technique du Mali, en collaboration bien sûr avec Alafia TV. À nous revoir la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.